Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Fruit d'une coopération entre Sonatrach et Equinor, le complexe Insalah Gaz couvre une partie importante des besoins nationaux en gaz naturel. Ce site gazier répond également à la demande du marché international, notamment européen, dont la demande ne cesse d'augmenter. On en parle dans un instant. Après plus de 43 jours de massacre, on vous fait découvrir dans cette édition des images qui témoignent de l'horreur de la situation. Les rares survivants de la bande rasa ont fait une découverte macabre au sein de l'hôpital Al-Shifa. Attention, les images sont violentes. On écoutera le docteur Khaled Ben Boutrif, urgentiste palestinien, membre de l'association Palmed, qui nous décrit la situation. Le peuple sahraoui poursuit sa marche vers l'indépendance et continue de recueillir davantage de soutien autour de sa cause juste alors qu'il célèbre ce mardi le 48e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique, avec autant de détermination à barrer la route à l'occupant marocain qui persiste dans sa politique d'épuration ethnique. Bienvenue à tous. Le groupe Sonatrach fait de la sécurité de ses personnels et de ses installations son cheval de bataille. C'est à l'exemple de la filiale Insalah Gaz, dotée d'équipements ultra modernes, non seulement pour produire le gaz, mais pour faire face à tous les risques, notamment cybernétiques. Reportage Wahiba Mezouj, le commentaire est signé Badia Amarni. Sonatrach, à travers son complexe Insalah Gaz, couvre une partie importante des besoins nationaux en gaz naturel. Ce site gazier répond également à la demande du marché international, notamment européen, dont la demande ne cesse d'augmenter. Insalah Gaz est le fruit d'une coopération entre Sonatrach, Eni et Equinor. En 2004, la capacité de production était entre 8 et 9 milliards de mètres cubes par an. Actuellement, nous sommes à 5,5 milliards de mètres cubes par an. Nous ambitionnons d'augmenter le volume de la production. Pour cela, nous continuons à creuser des puits. Cette année, nous avons creusé 2 puits, ce qui augmentera le volume de la production. Ce complexe gazier est doté de 5 unités de production et 7 champs gaziers. Les responsables à charge veillent à appliquer strictement les mesures de sécurité pour protéger les personnes et les biens de tous les risques. Nous travaillons sur la prévention des incendies, l'intervention pour l'extinction des feux, des opérations de secours à haut niveau dans les endroits étroits ou fermés. Nous apportons aussi notre assistance à l'équipe médicale pour les premiers secours et le transport des blessés. Nous entraînons l'équipe d'intervention pour être prête en cas d'incendie et ce 24 heures sur 24. Nous avons des ambulances sur site, des cliniques, des médecins et des dentistes pour soigner notre personnel, car nous travaillons dans des zones éloignées et on doit être prêt à faire face à tous les risques. Insalah Gaz a mis en place des systèmes modernes pour prévenir et lutter contre les attaques cybernétiques qui ciblent les données stratégiques. Dans le domaine du gaz et du pétrole, nous avons des systèmes de surveillance, entre autres le SCADA. Ce sont des systèmes très efficaces et sûrs. Nous les sécurisons également pour éviter toute attaque interne ou externe. Sonatrach a recours aux technologies de pointe pour sécuriser ses installations, forte de sa ressource humaine dont l'expérience et la maîtrise n'est plus à faire connaître. La transition énergétique demeure une problématique de taille, un enjeu crucial pour le sommet du Forum des pays exportateurs de gaz que la capitale est sur le point d'abriter. Il est question de parvenir à un développement durable et cela outre le développement du gaz naturel pour répondre aux besoins du marché mondial. Le sommet d'Alger est l'événement idoine pour débattre de ces défis. De leur reportage de notre envoyé spécial à Moscou, Saïda Mayouf.
Les experts en hydrocarbures rencontrés dans la capitale russe, Moscou, considèrent le sommet du GECF, cet événement énergétique mondial de taille, tel une véritable plateforme sur le sol algérien, à même de renforcer la coopération internationale et de débattre des défis énergétiques de l'heure, dont notamment répondre aux besoins du marché mondial. La Russie, en tant que leader mondial en gaz naturel, devrait, ainsi que tous les pays membres du GECF, défendre leurs intérêts lors du 7e sommet d'Alger. Une rencontre sur laquelle tous nos espoirs sont fondés pour des dialogues stratégiques afin de parvenir à un avenir énergétique durable. La Russie détient les plus grandes réserves en gaz naturel au monde. Elles sont de l'ordre de 47 trillions de mètres cubes. Il y a également les leaders mondiaux tels que l'Algérie et le Qatar. Et justement, le sommet du GECF est une occasion propice pour unir les intérêts communs et les visions futures des pays membres du forum. Je pense que le 7e sommet d'Alger revêt une importance capitale en constituant un espace idoine pour les échanges d'expertise et de points de vue à même d'asseoir les meilleures voies et moyens pour trouver d'autres marchés de par le monde pour le gaz naturel. La transition énergétique, défi majeur pour le Forum des pays exportateurs de gaz, d'où la nécessité absolue de défendre le rôle crucial de l'avenir de l'industrie gazière pour réaliser la sécurité énergétique et le développement durable. La Russie, au même titre que l'Algérie, vise l'essor de son économie nationale et dans ce sens, le gaz représente un outil fiable majeur de développement, d'où la nécessité de renforcer la coopération entre ces deux géants gaziers, d'autant que la transition énergétique s'impose aujourd'hui plus que jamais pour atteindre une économie verte. Optimiser l'efficacité et les performances environnementales de l'industrie du gaz naturel permettra sans nul doute une transition équitable et effective vers une économie à faible émission en gaz carbonique, d'autant que les changements climatiques se font de plus en plus pressants ces dernières années. De l'énergie, nous passons à la formation professionnelle dont l'enseignement dispensé s'adapte au marché de l'emploi. À Tamanrasset, l'Institut de formation professionnelle propose justement de nouvelles spécialités qui permettront aux stagiaires de mieux intégrer le monde du travail. Yamina Saïchi. Cet institut créé depuis plus de 8 ans compte aujourd'hui plus de 3000 stagiaires qui suivent des formations spécifiques dans diverses spécialités qui répondent à la demande du marché local de l'emploi. J'espère que je pourrai trouver un emploi dès l'obtention de mon diplôme et passer ainsi au monde du travail. J'ai fait le choix de suivre une nouvelle formation spécialisée dans le tourisme. La wilaya de Tamanrasset est connue pour être une destination touristique par excellence. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce choix. De nouvelles infrastructures pédagogiques ont été réalisées dans cet établissement de formation, répondant aux dernières normes et équipées de tous les outils nécessaires pour garantir un enseignement de qualité aux stagiaires. Les institutions de formation professionnelle s'efforcent de numériser et de moderniser le secteur en adoptant une nouvelle stratégie visant à mettre à jour les outils et les processus de gestion technique, pédagogique, administrative et financière, ainsi qu'à moderniser le système de suivi pédagogique. Le secteur de la formation professionnelle est un incubateur d'idées et un générateur de projets. Le défi aujourd'hui est de former des jeunes compétents capables de créer de nouvelles entreprises économiques. L'actualité à l'étranger à présent, l'agression sioniste s'étend au-delà de Gaza. Des frappes sionistes ont visé pour la première fois des objectifs du Hezbollah dans l'est du Liban, hors de la région du sud du pays, tuant 2 combattants. Des avions de chasse avaient ciblé des sites de la résistance libanaise dans la vallée de la Beqa. Le Hezbollah, qui soutient la résistance palestinienne, a annoncé avoir tiré en représailles 60 roquettes sur une base militaire sioniste dans le plateau du Golan occupé.
La situation à Gaza est plus que catastrophique. On y revient en images. Attention, ce sont des images insoutenables d'une violence sans précédent, souvent occultée par les médias étrangers que nous avons choisi de diffuser pour ceux qui ignorent encore la vérité. Yasmine Saoudi. Après plus de 143 jours de massacre, ces images témoignent de l'horreur de la situation. Les rares habitants restés dans le nord de la bande ont fait une découverte macabre au sein de l'hôpital El-Shifa, principale cible des attaques de l'armée sioniste. Des corps en décomposition jonchent le sol et des débris entourent l'établissement, reflétant la brutalité et la cruauté de l'occupant sioniste. Dépassés par la gravité de la situation, les équipes médicales se déploient au sein de l'hôpital européen, devenu le théâtre d'une tragédie sans précédent. Au milieu du chaos, des bébés sans vie et des blessés pris en charge à même le sol. En toile de fond, des familles entières cherchent refuge au sein de l'établissement, fuyant les atrocités perpétrées par l'entité sioniste. La situation humanitaire ne cesse d'empirer dans la bande de Gaza, ravagée par la guerre et la famine. Je vous laisse à présent écouter le docteur Khaled Benbotrif, médecin urgentiste, membre de l'association Palmet, qui se trouvait à Gaza du 22 janvier au 6 février. Nous avons été affectés à l'hôpital européen qui se trouve à Khan Younes, à proximité des combats et au centre des bombardements. Nous avons été confrontés à des conditions de séjour et de travail très difficiles. Nous avons été témoins de situations inimaginables, d'un massacre, d'un génocide, d'une épuration ethnique et de crimes de guerre. Je ne suis pas là pour raconter une histoire ancienne tellement répétée. Je suis là pour témoigner et dire que ce n'est point ancien, c'est nouveau, contemporain, en ce moment, hier, aujourd'hui et malheureusement peut-être encore demain, que le crime se perpétue. Mon message est surtout contre l'oubli. On n'oublie pas nos frères et nos sœurs. On n'a pas le droit de lâcher, de laisser tomber. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Il ne faut jamais sous-estimer soi-même. Il n'y a pas de pire danger, ni de plus basse attitude. Nous pouvons faire beaucoup de choses du moment où on refuse et on n'accepte pas le fait accompli. Et c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour dénoncer les massacres de civils palestiniens au su et au vu de la communauté internationale. Âgé de 25 ans, Aaron Bushnell, jeune soldat de l'armée de l'air américaine, a dit dans sa dernière vidéo qu'il ne pouvait plus être complice du génocide à Gaza. En tenue de combat, Aaron Bushnell, dans un ultime acte de désespoir, s'est immolé par le feu à Washington devant l'ambassade de l'entité sioniste en criant « Libérez la Palestine ». Le peuple sahraoui célèbre ce mardi le 48e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique, avec autant de détermination à barrer la route à l'occupant marocain qui persiste dans sa politique d'épuration ethnique. La pose du jalon constitutif de la République sahraouie remonte au 27 février 1976. Depuis, la race ne cesse de réaliser des succès sur la scène internationale et attire les adhésions multiples à sa cause juste. Melika Blel. La question du Sahara occidental demeure sans règlement et les Sahraouis continuent de réclamer leur droit à l'autodétermination sur fond de poursuites par l'occupant de ces violations des droits de l'homme dans les territoires sahraouis et de ces crimes odieux contre le peuple de la dernière colonie d'Afrique.
Le 48e anniversaire de la création de la RASD sera donc une occasion pour le peuple sahraoui d'attirer davantage l'attention de la communauté internationale, des Nations Unies en particulier, sur l'escalade de la guerre d'extermination menée par le régime du Makhzen marocain dans les territoires occupés depuis son occupation militaire illégale le 31 octobre 1975, qui s'est intensifiée depuis que l'occupant a violé le cessez-le-feu de 1991 le 13 novembre 2020. Le président de la RASD, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, avait auparavant adressé une lettre au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'alertant sur une vaste escalade des violations et de la répression contre le peuple sahraoui. Le président Brahim Ghali a appelé l'ONU, en particulier le Conseil de sécurité, à activer en urgence la responsabilité juridique et morale des Nations Unies envers le peuple sahraoui. Pour ce qui est du combat juridique, les Sahraouis poursuivent leur combat pour arracher leurs droits légitimes et mettre un terme aux épisodes de pillage des ressources naturelles du Sahara occidental par l'occupant marocain, avec l'implication de certains pays européens. Pour rappel, le peuple sahraoui célèbre la proclamation de la RASD sur fond de nouvelles victoires militaires de son armée dans les champs de bataille après la reprise de la lutte armée le 13 novembre 2020 en réponse à l'agression militaire marocaine contre les civils sahraouis sans défense dans la zone d'El Guerguira. Retour en Algérie où certains sites sous-marins renferment un riche patrimoine culturel. C'est ce dont il a été question dans un colloque organisé au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria. Il s'agit là du premier colloque international sur le patrimoine culturel subaquatique en présence d'experts algériens et étrangers qui ont eu l'occasion de partager leurs expériences. Une rencontre sur la protection de ce patrimoine culturel immergé dans le territoire algérien à travers l'élaboration d'une stratégie nationale. Couverture Walid Yousfi. Sur plus de 1600 km de côte, l'Algérie recèle d'importants vestiges dans ses fonds marins. Un patrimoine subaquatique riche qu'il faut explorer et préserver. Experts nationaux et étrangers ont pris part au colloque d'Alger sur le patrimoine subaquatique pour faire l'état des lieux de la recherche en la matière. L'Algérie est à partie de la Convention de 2001 sur la protection du patrimoine mondial subaquatique, a déjà lancé un projet de reconnaissance du patrimoine archéologique subaquatique. Une carte nationale archéologique est en cours d'élaboration, une opération minutieuse de longue haleine qui recensera tous les sites archéologiques, notamment le patrimoine culturel immergé. Le patrimoine subaquatique, ça peut être des ruines qui sont immergées, ça peut être aussi des épaves de bateaux qui sont là depuis des centaines d'années. Et tout cela, ce sont des richesses pour un pays. Donc sensibiliser le public est un objectif important. L'occasion pour les participants de partager les expériences et d'échanger sur les voies et moyens de protéger le patrimoine culturel subaquatique algérien. C'est une occasion pour nous, j'allais dire, de présenter notre petite expérience, aussi petite soit-elle, en matière d'identification et de conservation du patrimoine culturel subaquatique, mais également l'occasion pour nous d'échanger des expériences. L'Algérie possède une riche histoire. Nous avons des vestiges vieux de plusieurs siècles. Il y avait par le passé beaucoup de commerce à travers la Méditerranée. Les pays qui possèdent un tel patrimoine subaquatique priorisent d'opérer un recensement de tout ce patrimoine. La protection du patrimoine national immergé ne peut se faire sans une assise juridique. Un accent particulier a été mis sur la nécessité de mieux faire connaître le patrimoine culturel subaquatique et l'importance de le protéger, car ce patrimoine est exposé à des menaces telles que le tourisme, le pillage, l'industrie de la pêche et le changement climatique. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.